Vous écoutez On lit pour vous. Après la ménopause, les ovaires ne s'arrêteraient pas de fonctionner et deviendraient des acteurs du système immunitaire, révèle une étude. Un texte d'Oriane Polge paru le 5 juillet 2026 dans Science et Vie. La ménopause n'enverrait pas les ovaires à la retraite comme on le pense depuis longtemps. Ces organes continueraient de se transformer en profondeur bien après la fin des ovulations. Leur nouvelle activité intriguerait les chercheurs et ouvrirait des pistes pour la santé après 50 ans. La ménopause ne mettrait pas les ovaires à la retraite. Le corps féminin garde encore bien des secrets une fois la fertilité derrière lui. Selon une étude publiée dans Molecular Human Reproduction par Francesca Duncan et son équipe de Northwestern University, l'ovaire resterait actif après la ménopause. Cette recherche, parue le 1er juillet 2026, a porté sur des souris. Les scientifiques y voient une piste pour mieux comprendre le vieillissement. Pour explorer cette question, l'équipe a prélevé les ovaires de souris de 3 âges distincts. Elle a choisi des animaux de 2 mois, 18 mois et 24 mois. Chaque âge correspond à une phase précise du cycle reproductif. Chez la souris, les ovaires s'arrêtent en effet vers 2 ans de vie. Cette ménopause animale ne s'accompagne pas de la chute d'œstrogène que connaissent les femmes. Les chercheurs ont examiné un ovaire au microscope et analysé l'autre par séquençage de l'ARN. Cette méthode indique quels gènes travaillent activement dans le tissu. Sans surprise, la machinerie reproductive ralentit avec l'âge. Les souris âgées comptaient moins de follicules, ces petites structures qui abritent les ovules. L'organisation des cellules et du collagène évoluait aussi. Ce collagène forme la charpente qui soutient le tissu de l'organe. Pour autant, l'usine ovarienne ne fermait pas ses portes. Elle semblait plutôt embrasser une nouvelle mission. Les ovaires vieillissants adopteraient une identité immunitaire. L'analyste a mis en lumière un basculement inattendu du tissu ovarien. Avec l'âge, la signature reproductive laisserait place à une signature à dominante immunitaire. Autrement dit, l'organe changerait de vocation. Les ovaires les plus âgés montraient une infiltration accrue de cellules de défense. Des lymphocytes T, des macrophages et de grandes cellules multinucléées s'y installaient. Ces cellules jouent un rôle central dans les réactions inflammatoires. Or, ce profil ressemble à celui d'un organe inflammatoire. L'ovaire post-reproductif acquérait donc une identité proche du système immunitaire. Ce changement pourrait influencer le vieillissement de tout le corps. Ces travaux sur les ovaires après la ménopause ouvrent des pistes de soins. Ces résultats bousculent l'idée d'un organe devenu inutile. Ils indiquent au contraire une transformation moléculaire continue. Toutefois, une étude sur la souris ne dit pas tout du corps humain. Les auteurs restent donc prudents face à ces premières observations. Notre proximité évolutive avec la souris offre néanmoins des indices précieux. En parallèle, l'équipe a repéré des différences comparables chez des femmes ménopausées. Les protéines produites par leur tissu ovarien variaient selon les tranches d'âge. Ce faisceau d'indices demande maintenant confirmation chez l'humain. Ces découvertes pourraient améliorer la prise en charge médicale après la ménopause. Elles concernent tout particulièrement les femmes dont les ovaires ont été retirés. L'espérance de vie s'allonge et les années post-ménopause pèsent de plus en plus dans une vie. Comprendre ce second rôle aiderait à mieux protéger leur santé sur le long terme. C'était, après la ménopause, les ovaires ne s'arrêteraient pas de fonctionner et deviendraient des acteurs du système immunitaire, révèle une étude. Un texte d'Oriane Polge paru le 5 juillet 2026 dans Science et Vie.
Une excitante découverte spatiale arrivée à travers le toit. Un texte de Robin George Andrews du New York Times paru le 17 juillet 2026 dans la presse. Événement des plus rares. Une météorite échouée en 2024 dans une maison du New Jersey contenait des molécules organiques complexes et des traces d'eau salée, le tout préservé méticuleusement par le couple de propriétaires. Le 16 juillet 2024, à 11h17, un météore traverse le ciel de New York. La boule de feu a été vue d'aussi loin que le Connecticut, le Rhode Island et la Pennsylvanie, où on a aussi signalé le bang supersonique semblable à un coup de tonnerre. À l'époque, la NASA a déclaré que la roche responsable du vacarme, estimée à environ 30 cm de longueur, était trop petite pour avoir survécu jusqu'au sol et qu'elle avait assurément été pulvérisée par la friction dans l'atmosphère terrestre. Les propriétaires d'une maison à Hillsborough, au New Jersey, auraient été d'un autre avis. À 11h20, ce même jour, le résident qui travaillait dans son bureau à domicile a entendu un fracas immense et senti la maison trembler. C'était comme si toutes ses armoires de cuisine étaient soudainement tombées des murs, raconte-t-il. Reprenant ses esprits, il s'est dirigé vers la chambre principale. J'ouvre la porte et là, je vois un trou dans le plafond au-dessus de mon lit. Une odeur sulfureuse d'œufs pourris et une fine poussière flottaient dans l'air. Une suie noire s'était déposée sur toutes les surfaces de la pièce. Sur un oreiller, l'homme a aperçu plusieurs cailloux de couleur onyx. « Heureusement que je ne me suis pas levé tard, observe-t-il. Les propriétaires ont demandé l'anonymat pour ne pas révéler l'emplacement de leur maison. Une météorite très spéciale. Avant d'atteindre la Terre, le météore avait une masse de 52 kilos, ce qui a été calculé en fonction de la luminosité de la boule de feu, de sa vitesse et du bang supersonique. La majeure partie a été vaporisée alors qu'il filait à travers l'atmosphère à 52 000 km/h. Mais un fragment a fait son chemin jusqu'au New Jersey et l'homme et sa conjointe ont passé des semaines à recueillir soigneusement environ 1,5 kg de matière extraterrestre. Le couple a partagé ces spécimens avec des scientifiques, mais est resté très discret sur l'événement qui a amené les fragments intersidéraux dans sa maison. Une étude publiée mercredi dans la revue Science Advances révèle que la météorite n'est pas un spécimen ordinaire. Elle contient des molécules organiques complexes et surtout des traces d'eau salée, autant d'ingrédients indispensables à la vie telle que nous la connaissons. Des pluies de météorites semblables à celles de Hillsborough ont peut-être déposé les mêmes composés cruciaux sur la Terre nouvellement formée il y a des milliards d'années. Ça rend cette météorite très spéciale, explique Peter Jenkins, astronome et spécialiste des météorites au SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence Institute en Californie et co-auteur de l'étude. Préservé grâce à des propriétaires diligents. Ce type de météorite est notoirement fragile et sujet à la contamination environnementale. Que tant de matériaux aient été préservés de manière quasi immaculée est dû à la diligence et à la méticulosité des deux propriétaires. Ils ont sécurisé la scène de crime, si on peut dire, souligne M. Jenkins. Grâce à la minutie du couple, la communauté scientifique dispose d'un vestige rare et remarquable du système solaire ancien. On espère toujours ce genre de choses, s'émerveille Ashley King, spécialiste des météorites au Musée d'histoire naturelle de Londres, qui n'a pas participé à la nouvelle étude. Sur le coup, quand ils ont aperçu le trou dans le toit de leur maison, le propriétaire et sa conjointe n'en ont pas compris la cause.
Un animal? Quelque chose qui était tombé d'un avion? Mais après avoir lu un reportage sur la boule de feu et le bagne supersonique, ils ont réalisé que ceux qui avaient mis leur chambre sans dessus-dessous pouvaient provenir de l'espace. Ils ont d'abord appelé la police, puis les pompiers. Les deux ont poliment indiqué que ce n'était pas dans leur mandat. En faisant des recherches en ligne sur les météorites, ils sont tombés sur Mike Hankey, un astronome amateur à l'American Meteor Society, qui avait vu et signalé le météore de 2024 grâce à un de ses appareils All-Sky 7 à caméra multiple qui servent à photographier et à répertorier les boules de feu, appelées bolides par les astronomes. Le couple l'a contacté par courriel. Ils se sont parlé au téléphone le lendemain. M. Hankey, ravi, s'est empressé de féliciter le couple, un peu déconcerté par tant d'enthousiasme. Scientifiquement et financièrement intéressant. D'après la brève description des débris par les propriétaires, M. Hankey savait qu'un type particulier de météorite s'était écrasé dans leur chambre. Une météorite ayant une valeur à la fois scientifique et financière. Au moins 100 000 $ viennent de passer à travers votre toit, a-t-il annoncé au propriétaire. Vous devez bien en prendre soin. Chaque grain de poussière que vous trouvez vaut quelque chose. Les propriétaires n'ont révélé l'existence de leurs visiteurs célestes à personne, sauf à quelques proches. Se fiant au conseil de M. Hankey, le couple a recueilli chaque poussière de météore qu'il a pu trouver, scellant les échantillons dans des contenants de verre pour les garder au sec. Les propriétaires ont utilisé du ruban adhésif pour décoller des morceaux microscopiques des murs et a acheté un nouvel aspirateur juste pour aspirer les particules cosmiques du tapis. Chaque échantillon a été répertorié, étiqueté et préservé. Les scientifiques ont déterminé que la météorite était un type spécifique de roche spatiale appelée chondrite CM. Ce sont des météorites primitives, explique Peter Brown, physicien spécialiste des météores à l'Université Western à London, en Ontario. Elles ressemblent à la chimie qui a créé les planètes. Des chasseurs de météorites avaient recueilli plusieurs centaines de chondrites CM au cours du dernier siècle, mais beaucoup ont été trouvés longtemps après avoir atteint le sol. Cela signifie qu'elles avaient été exposées aux éléments terrestres, les laissant dans un état quelque peu dégradé. Les rares météorites trouvées rapidement, comme celle de Hillsborough, ont conservé une grande partie de leur composition chimique d'origine. En vol depuis 200 000 ans. En plus de contenir des composés chimiques prébiotiques, la météorite montre des signes intrigants d'altération minérale par l'eau salée. Quelque chose de similaire a été identifié dans les échantillons de roches prélevés ces dernières années sur les astéroïdes Ryugu et Bennu par 2 missions spatiales robotiques, celle de l'Agence spatiale japonaise sur Ryugu, puis celle de la NASA sur Bennu. Cela suggère que la météorite de Hillsborough provenait d'un objet plus gros dans lequel, à un certain stade, il y avait de l'eau. C'est vraiment très excitant, souligne M. King. En se basant sur divers calculs, les auteurs de l'étude estiment que les fragments trouvés dans la maison de Hillsborough ont jadis fait partie d'un énorme astéroïde nommé 163 Erigone, qui s'est formé dans les ombres froides au-delà de Jupiter. Il y a environ 155 millions d'années, un autre objet massif est entré en collision avec 163 Erigone, créant une nouvelle famille d'astéroïdes. Puis, il y a 6 millions d'années, un membre de cette famille d'astéroïdes est entré en collision avec un autre astéroïde, le faisant se briser en d'innombrables roches plus petites. L'une s'est échappée de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et a commencé à voler près de la Terre. Puis,
il y a environ 200 000 ans, un morceau de 52 kg s'est détaché. Son odyssée s'est terminée en 2024 quand il a percé un toit au New Jersey. C'était une excitante découverte spatiale arrivée à travers le toit. Un texte de Robin George Andrews du New York Times paru le 17 juillet 2026 dans la presse. La méditation transcendantale pour vivre plus longtemps. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse. Depuis 2025, l'Association américaine du cœur, AHA, inclut la méditation parmi les activités de prévention de l'hypertension. Cet ajout aux lignes directrices de l'AHA est en grande partie attribuable aux recherches d'un interniste de l'Iowa. Au moins un type de méditation, la méditation transcendantale, a des effets aussi bons que les changements d'alimentation et d'activité physique, explique Robert Schneider, interniste spécialiste de la prévention cardiovasculaire à l'Université internationale Maharishi en Iowa. Et à mon avis, c'est une activité plus facile à introduire dans sa vie. Depuis 25 ans, le Dr Schneider a mené plusieurs études sur les effets de la méditation sur la santé. Elles ont, par exemple, montré que les gens qui méditent ont 30% moins de risque de mourir d'une cardiopathie lors d'un suivi de 3 ans. Il a aussi montré que des groupes défavorisés tirent autant de bénéfices de la méditation alors que les activités de prévention ont souvent moins d'impact positif sur ces groupes. Rhiannon Twiss, chercheuse au Centre universitaire de santé McGill, CUSM, et rédactrice en chef de la revue Hypertension, juge très intéressant l'ajout de la méditation aux lignes directrices de l'AHA contre l'hypertension. L'ampleur de l'effet, 5 mm de mercure, est semblable à celui d'autres changements d'habitude de vie comme l'alimentation et l'exercice, note-t-elle. Mais pour l'alimentation, le niveau de preuve est plus élevé, dit la Dr Twiss, aussi scientifique en chef de l'Institut de recherche du CUSUM. Une pression doit normalement être en bas de 120 sur 80 mm de mercure, donc un effet de 5 mm équivaut à passer de 125 à 120 ou de 85 à 80. La chercheuse montréalaise est impliquée dans les lignes directrices sur l'hypertension du Canada et de l'Europe qui n'ont pour le moment pas inclus la méditation dans leurs recommandations. On a envisagé la question pour les lignes directrices européennes, mais on n'a pas retenu la méditation, dit-elle. La Dr Twiss estime que la méditation n'est pas nécessairement plus facile à intégrer dans son quotidien que l'exercice physique ou les changements d'alimentation. Ça prend beaucoup de motivation pour arriver à méditer, croit-elle. L'établissement où travaille M. Schneider est voué à la croissance personnelle par l'entremise d'une éducation basée sur la conscience. S'agit-il d'un conflit d'intérêts? Pourvu que ces publications soient dans des revues sérieuses avec comité de lecture, comme c'est le cas, il n'y a pas de problème, dit la Dr Twiss. Mécanisme. Quand le Dr Schneider a commencé à s'intéresser à la méditation, après des études en prévention des maladies cardiovasculaires,
Ses collègues présumaient qu'elle avait uniquement un effet relaxant, comme la musique douce ou la pénombre. Mais depuis 10 ans, on s'est rendu compte qu'il y a un véritable effet sur le système nerveux sympathique qui gère l'énergie du corps pour lui permettre de réagir aux menaces et au stress, dit-il. Cet effet sur le système nerveux sympathique mène à une baisse du rythme cardiaque et à un élargissement des artères du cou et du cœur. Il y a aussi un effet sur le système immunitaire et une diminution de l'inflammation, rappelle le docteur Robert Schneider. Il pense que la méditation pourrait aussi avoir un effet protecteur contre le cancer, mais prévient que pour le moment, les preuves scientifiques concernent la méditation transcendantale. La Dr. Twiz estime que la méditation diminue la pression artérielle en relaxant le rythme cardiaque et l'activité du système nerveux sympathique. Tous les autres mécanismes, l'inflammation, la réduction du stress oxydatif et la sensibilité à l'insuline, ou alors l'impact sur les artères, sont spéculatifs, dit-elle. Les différents types de méditation ont probablement des effets différents. Selon David Linden, neurobiologiste, spécialiste des liens corps-esprit à l'université Johns Hopkins. Certaines formes de méditation permettent de se dissocier des expériences corporelles et d'autres d'y porter plus d'attention, dit M. Linden. La biologie des effets de ces méditations est certainement différente, mais il est certain que la méditation a un effet physique. L'une des preuves de cet effet physique de la méditation a été publiée par des chercheurs israéliens de l'Institut de technologie Technion qui ont démontré que des neurones activés, notamment par la méditation, permettent une guérison plus rapide du cœur après un infarctus. Note M. Linden. Il estime lui aussi que certains des effets de la méditation, allégués par certains chercheurs, notamment un effet auto-immunitaire, sont loin d'être prouvés. C'est un domaine de recherche prometteur, mais il faut beaucoup plus d'études, dit M. Linden. Le chercheur de Baltimore va publier l'an prochain un livre portant sur l'impact de l'esprit sur le système immunitaire et la santé, Ent-Wind, The Real Science of Mind, Body Medicine, inspiré d'un cancer qui a failli l'emporter en 2021. Il y a eu beaucoup de progrès dans la dernière décennie sur la compréhension de la conversation entre le corps et l'esprit. On commence à avoir des hypothèses biologiques pour des phénomènes qui semblaient surnaturels. Mais il y a encore beaucoup d'explications pseudo-scientifiques dans le domaine. L'ABC de la méditation transcendantale. Selon le Dr. Schneider, il faut apprendre la méditation transcendantale avec un professeur personnel qui fournira un mantra, une phrase ou un mot. Le mantra est répété dans le cadre d'une technique permettant de placer l'esprit dans un état de silence intérieur profond. Il faut ensuite faire 20 minutes de méditation transcendantale par jour pour voir des effets. En savoir plus, 26%, proportion de la population canadienne qui pratiquait la méditation en 2020. Source, Statistique Canada. C'était la méditation transcendantale pour vivre plus longtemps. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse.
Des bouchons sur la route, un texte paru le 30 octobre 2021 dans le magazine Québec Science. Du conducteur agacé à l'embouteillage géant, il n'y a qu'un pas, et s'il pouvait être évité. Agacement, épuisement, énervement, accident. Tu as déjà dû remarquer que les embouteillages suscitent de nombreuses réactions chez les conducteurs et peu souvent positives. Mais plutôt qu'écouter les noms d'oiseaux que s'échangent les automobilistes, si on se penchait sur la physique des embouteillages pour comprendre leurs causes et trouver des solutions. Un embouteillage survient lorsqu'un conducteur a un comportement inadapté ou inattendu, en décalage avec le reste des voitures. Accélération brusque, coup de frein, changement de voie. S'il y a beaucoup de voitures, l'automobile qui se trouve derrière ralentit alors pour laisser passer ce conducteur impétueux. La voiture derrière celle-ci ralentit encore plus pour conserver une distance sécuritaire et éviter l'accident, et ainsi de suite. L'embouteillage se propage alors tout le long de la route comme une onde lorsque tu lances un caillou à la surface d'un lac. Si les 2 ou 3 premières voitures repartent rapidement, les voitures loin derrière se retrouvent facilement bloquées plusieurs minutes. C'est un exemple d'effet papillon qui s'applique à plein de phénomènes en physique. Une petite cause peut avoir de grandes conséquences. Les projets de voitures autonomes pourraient résoudre nos problèmes d'embouteillage. Sans humains impatients au volant, les voitures intelligentes s'ajusteraient harmonieusement les unes par rapport aux autres en tenant compte de tout un tas de paramètres comme la vitesse moyenne et le nombre de voitures, mais aussi la météo, les travaux ou l'état des routes. En attendant, les solutions aux embouteillages sont assez simples. Ne pas s'impatienter, ne pas rouler trop vite, garder ses distances pour ne pas avoir à freiner brusquement, ne pas changer de voie si le trafic est perturbé, bref, respirer un grand coup et se détendre au volant. C'était Des bouchons sur la route, un texte paru le 30 octobre 2021 dans le magazine Québec Science.